Bonjour, bienvenue à ce webinaire spécial étudiants contractuels alternants sur les droits et les conditions de rentrée dans vos établissements pour cette année un petit peu particulière où vous allez conjuguer concours, un contrat en établissement et une validation de Master 2. Nous allons donc procéder de la manière suivante, une petite présentation des enjeux généraux, très courte, 5 minutes, puis on enchaînera après avec Nathalie Bochereau, qui est responsable des non-titulaires au sein du SNEP FSU, qui interviendra spécifiquement sur vos droits, et on terminera par une série de questions-réponses, donc n'hésitez pas, si vous voulez poser des questions, vous pouvez utiliser le chat qui est juste là. Dominique qui anime, qui suit cette question-là, fera l'écho et nous posera les questions afin qu'on puisse apporter des réponses. Donc, on y va. Je commence une petite présentation globale, juste pour resituer un petit peu pourquoi les étudiants contractuels alternants sont là. Donc, c'est suite à la réforme de la formation des enseignants. Maintenant, depuis donc 2 ans, les étudiants qui passent le concours en Master 2 doivent avoir une intervention en établissement pendant leur Master. 2 types d'interventions, mais ça, vous connaissez, donc soit un contrat en tant qu'étudiant contractuel alternant, soit un stage d'observation de pratique accompagnée, dit SOPA. Alors, bien évidemment, on est obligé de dire que cette réforme de la formation des enseignants, elle est pilotée par l'utilisation à la fois des stagiaires, qui sont pour la plupart du temps positionnés à temps plein, qui étaient pourvus par des enseignants titulaires, par que ce soit des TZR ou même des contractuels. L'idée était vraiment de mettre donc les candidats au concours en responsabilité, et dans votre position, vous êtes mis en responsabilité extrême puisque vous avez la responsabilité d'une classe, et ça, c'est fait au détriment du temps de formation, puisque la responsabilité d'une classe, ça implique beaucoup de tâches annexes en établissement, que d'ailleurs les camarades qui sont en SOPA n'ont pas, que ce soit le suivi des élèves, la participation aux réunions et aux tâches administratives diverses. Alors, on le sait, en EPS, on a beaucoup de candidats au concours et de jeunes en études de master qui font le choix de devenir étudiant contractuel alternant. Ce choix, il est compréhensible. Bien évidemment, on a une formation qui est très professionnalisante. On a l'habitude en STAPS, nous, de prendre en charge des jeunes, des enfants, des élèves. Et donc, c'est vrai que cette proposition, elle paraît alléchante sur le papier. Faut pas se leurrer non plus. Parfois, elle est contrainte pour des raisons financières, puisque étudier coûte de l'argent et que c'est une source de revenus non négligeable, même si elle est loin d'être satisfaisante. Nous, on a toujours revendiqué au niveau des étudiants préparant le concours un système de pré-recrutement avec une vraie formation. Donc, un système de pré-recrutement dès la licence 3 pour laisser le temps aux jeunes qui sont pré-recrutés d'avoir 2 ans de formation avec une mise en stage sur le temps du tuteur, donc sur le temps de service de tuteur, donc d'avoir une responsabilité aussi partagée avec son tuteur et un financement d'études pendant ces 2 années qui vont permettre d'aller jusqu'au concours, de préparer le concours dans les meilleures conditions et d'avoir une vraie expérience professionnelle. Voilà, le choix pour l'instant a été fait d'utiliser stagiaires à temps plein plutôt comme des moyens d'enseignement, et on verra par la suite que ça peut poser des problèmes dans le fonctionnement des titulaires et de la profession. C'est vrai que ça pose aussi des difficultés d'organisation en termes de formation, puisque entre vos camarades qui sont en SOPA et vous, la formation, elle s'organise un petit peu différemment.
et ça peut créer certaines tensions dans les INSPE. Alors, pas vous, vous ne le sentez pas forcément, mais ça peut créer certaines tensions dans les INSPE pour organiser tout ça. Alors, je reviens justement sur la question des moyens d'enseignement parce que c'est à double tranchant. À la fois, ce contrat, en tant qu'étudiant, il est attractif, enfin, il peut être attractif d'un point de vue financier, d'un point de vue professionnel, pour pouvoir se confronter au fonctionnement d'une classe et à des élèves. Et en même temps, il y a le revers de la médaille, c'est que plus il y a de contractuels alternants et plus il y a de stagiaires à temps plein, plus ça limite le mouvement derrière. Le mouvement, c'est-à-dire, les mutations, c'est le système de rotation des enseignants une fois qu'ils ont le concours pour le mouvement. C'est vrai que plus on a de contractuels alternants, plus on a de stagiaires, moins il y a besoin aussi d'avoir des recrutements au concours, puisqu'on a ces contractuels alternants et c'est du coup derrière les stagiaires à temps plein qui viennent faire un nombre d'heures importantes. Et donc, les besoins, le ministère peut très bien décider de descendre les besoins au concours. Donc, on a ce revers de la médaille un petit peu là, sur cette mise en place de la réforme de la formation des enseignants, qui peut poser des soucis et des problèmes à terme. Voilà. Quand même des choses positives quand même pour terminer ma petite présentation. Je voulais insister sur les gains du SNEP parce que bien que j'ai présenté tous les biais qu'il puisse avoir, le SNEP, on va défendre tous les collègues et vous en faites partie. Et on est intervenu régulièrement maintenant depuis 1 an et demi, plus même 2 ans, pour essayer d'améliorer les conditions j'allais dire de votre stage, c'est pas de votre stage, mais de votre contrat, en tout cas de votre activité à la fois en établissement et en formation. Et il est important de souligner que c'est grâce à l'activité du SNEP et de la FSU que l'on a gagné un reclassement. Donc, Nathalie rentrera peut-être un peu plus en détail, mais à l'issue de votre année de contractuel alternance, si vous réussissez le concours l'an prochain, vous aurez un avancement accéléré de 2 mois. Voilà, ça peut paraître peu, mais ça vous fait passer quand même un peu plus vite que les autres qui n'auraient pas fait de contrat à l'avance, par avant, pardon. On a aussi gagné sur donc l'indemnité de déplacement liée aux formations qui n'existait pas l'an dernier. Hein. Ça a créé une grosse difficulté l'an dernier. On avait pas mal d'étudiants contractuels alternants qui en fait dépensaient toute leur rémunération dans les déplacements pour se rendre entre l'établissement, la formation et leur domicile. Donc là, on a gagné vraiment cette indemnité. Nathalie rentrera tout à l'heure dans le détail un petit peu en termes de montant et puis comment faire la demande. On bataille toujours sur le forfait AS, sur l'UNSS, quelque chose qui est extrêmement important pour le SNEP FSU. C'est le cœur, ça fait partie du cœur de notre métier. Et on est très attaché au sport scolaire. On sait que les conditions, pour l'instant, ne sont pas forcément simples dans vos établissements. Ça peut faire partie des questions, d'ailleurs, que vous nous poserez sur les conditions de rentrée. Mais voilà, on bataille, on revendique des choses sur le forfait AS pour que vous puissiez aussi vivre pendant cette année-là un sport scolaire de qualité et un vrai sport scolaire. Voilà. Nathalie, j'ai beaucoup parlé déjà. Je te laisse la parole sur la partie plus droit, statut un petit peu, et puis voilà. Eh bien, bonsoir à toutes et tous. Donc, sur vos droits, là, cette situation particulière d'être étudiant et à la fois en contrat avec l'État ouvre des droits, mais c'est pas forcément facile de s'y retrouver. Donc déjà sur le contrat, c'est un contrat à temps incomplet. Hein. C'est parce que c'est différent d'un temps partiel. Quand on est titulaire, on demande à travailler partiellement, pas forcément sur le temps plein. Vous êtes à temps incomplet parce que, bien sûr, il faut passer le concours et garder du temps pour réviser et le préparer.
Donc, ce temps incomplet, il doit être donc bien précisé sur le contrat avec le nombre d'heures. Donc, pour vous, c'est donc 216 heures plus 24 heures d'association sportive. Donc, ce qui correspond en fait à un tiers de service d'un prof de PS qui fait 17 heures plus 3 heures. Là, on est à 6 heures plus l'AS sur une partie de l'année, ce qui pose un peu problème pour vivre aussi pleinement le métier. Mais bon, ce qu'il faut garder, je pense que ce qu'il faut que tout le monde garde en tête, et surtout vous, c'est la préparation du concours. Donc, une fois le contrat signé, il y a, quand on arrive dans l'établissement, un état de ventilation, enfin, un procès-verbal d'installation, normalement, à signer également avec le nombre d'heures que vous faites. Et surtout, l'état de ventilation des services qui précise les classes pour lesquelles vous êtes en responsabilité. Et c'est ça qui déclenche en fait le traitement, la paye. Tant qu'on n'a pas... Enfin, vous êtes salarié, effectivement, mais cet état de ventilation des services aussi confirme les classes qu'on a en responsabilité et au demeurant, j'ai perdu mon idée, je suis désolée. Voilà. Bon, je le retrouverai après. Sur le fait du reclassement dont parlait Julien tout à l'heure, effectivement, vous pourrez bénéficier du reclassement au moment de l'affectation en tant que fonctionnaire stagiaire. Là, le reclassement, il faut savoir que quand on est donc contractuel de catégorie A, c'est ce que vous êtes, c'est la moitié des services qui est prise en compte pour calculer le reclassement. Ça, si ça arrive, on vous invite à nous envoyer votre contrat et votre état de service, comme ça, on peut vous indiquer, vous calculer le reclassement. Autre chose, si jamais le concours externe, c'est compliqué, vous pouvez avoir aussi accès au concours interne, mais au bout de 3 ans de service. Et les services de contractuels alternants seront décomptés chaque année, par année scolaire, ça sera décompté pour 6 mois pour l'accès au concours interne. Et pour l'accès le concours interne, un certain nombre de services publics peuvent être pris en compte, un certain nombre de contrats. Ça, c'est pareil, on vous invite à nous contacter pour avoir plus de précision. En ce qui concerne la rémunération, enfin l'indemnisation des frais de déplacement, effectivement, ça a été gagné cette année par la FSU. Et ça s'appelle l'indemnité de suggestion de formation, ISF. Et elle est d'un montant de 700 € brut par année. Et pour cela, il faut en faire la demande auprès du recteur via la voie hiérarchique, en déposant le courrier auprès du chef d'établissement. Pour l'instant, ça n'est pas automatique, ça n'a pas été encore mis en place automatiquement. Et on espère que ça le sera rapidement. Il y a aussi une possibilité de prise en charge partielle des frais de déplacement, selon que on utilise des déplacements collectifs ou bien du covoiturage aussi. Voilà. En ce qui concerne les congés, vous avez le droit à des congés pour formation syndicale. Alors, il ne faut pas les négliger, ceux-là, même si ça peut paraître gênant, entre guillemets, de s'absenter de son service. Et ces congés sont de 12 jours par an. Le SNEP organise des stages syndicaux sur les droits et aussi sur le métier et sur les activités physiques et sportives, sur la pédagogie.
Et en termes de congé, de droit à congé, pour passer le concours, vous avez droit à une semaine de congé avant les écrits pour l'admissibilité. Par contre, pour l'admission, pour le moment, rien n'est prévu. Donc, on est en cours de discussion sur cette question. C'est important d'avoir du temps pour pouvoir se poser avant le concours. Merci Nathalie. Il y a plusieurs questions qui ont été posées à la fois en message privé sur Facebook et puis sur le chat là. Donc première question qui a été posée, c'est est-ce que le dispositif donc d'étudiants contractuels alternants permet de valider une année pour l'interne en vue de passer le concours? Alors, ça ne valide pas une année entière, ça valide 6 mois. Parce que pour valider une année entière, il faut plus de 50% de quotité de service. Il faut plus de 50% de quotité de service. Donc, comme là, on est en dessous de 50%, ça valide 6 mois. Deuxième question qui a un lien avec la rémunération. Est-ce que sur la paye, on a droit aux indemnités spécifiques que reçoivent la majorité des enseignants, c'est-à-dire par exemple l'ISO, l'ISF, etc. Alors, l'ISO, elle est calculée au prorata de la quotité de service. Donc là, je ne saurais pas dire le montant, mais ça, on pourra le publier à un moment donné. ISF, c'est l'indemnité de suggestion de formation, c'est celle-là. Oui. Oui, donc oui, celle-là, elle est nouvelle, on en a parlé tout à l'heure. Elle est nouvelle cette année. Le montant, c'est 700 € brut. Il faut que les collègues contractuels alternants là, en fassent la demande. Parce que pour l'instant, il n'y a pas d'automaticité. Voilà, c'est un problème administratif. Et donc, il faut faire un courrier au recteur, au service de gestion et demander les coordonnées à son chef d'établissement, le faire par la voie hiérarchique. Troisième question, est-ce que en tant que contractuel alternant, on peut bénéficier de la prime d'activité de la CAF? Je pense que oui, mais ça, je ne sais pas répondre. Alors, je vais répondre sur cette question-là. Donc, alors oui, oui, vous pouvez la demander avec une petite subtilité. C'est que quand on se déclare au niveau de la CAF, il faut se déclarer soit salarié, soit étudiant. Donc, et c'est pas le même montant, c'est pas les mêmes conditions pour toucher la prime d'activité. Donc, effectivement, si vous vous déclarez en tant que salarié, vous allez pouvoir toucher la prime d'activité. Il faut juste faire attention que vous ne soyez pas bénéficiaire d'autres indemnités de la CAF sous le statut d'étudiant, parce que ça pourrait être problématique voilà, au niveau administratif. Donc, ça va être un petit peu au cas par cas, mais si vous ne bénéficiez pas d'aide particulière de la CAF en tant qu'étudiant, vous pouvez vous déclarer en tant que salarié, puisque vous avez un contrat de type contractuel, voilà, même si vous êtes encore étudiant à côté et que vous préparez le concours. Voilà, mais il faut effectivement faire attention à sa situation et aux indemnités déjà que vous touchez sur la part de la CAF ou de la part de la CAF. Juste pour préciser, ça fera l'objet du prochain fil info qui sera envoyé normalement la semaine prochaine. Voilà, il y aura une partie là-dessus qui sera spécifiée. On va aussi vous mettre un exemple de lettre de courrier là, pour solliciter auprès du rectorat la demande d'indemnité de suggestion et de formation. Voilà, un modèle de courrier que vous pourrez reprendre pour demander cette indemnité. Ensuite, il y a une question qui ensuite fait des petits, on va dire, c'est tout ce qui est sur le nombre d'heures que l'on fait. Donc déjà, première question, est-ce que tu peux repréciser le nombre d'heures que sont censés faire les contractuels alternants? Et après, est-ce qu'ils ont le droit de faire des heures supplémentaires? Je ne sais pas qui c'est qui veut répondre. Je peux y aller. Vas-y. Alors, le contrat spécifique d'étudiants contractuels alternants, il est très cadré puisque il y a un nombre d'heures précises qui est déterminé, c'est 240 heures.
donc réparties en 216 heures de PS et 24 heures d'association sportive. Je rappelle que dans les textes, l'idée, c'est quand même de faire l'AS 3 heures sur les 8 premières semaines, hein, donc sur le premier trimestre. C'est pour ça qu'on présente un petit peu l'organisation comme ceci. Donc, dans votre contrat, le contrat que vous allez signer, c'est majoritairement, enfin, c'est un contrat de 240 heures. Voilà, donc il est dans 99% des cas, c'est un contrat de 6 heures par semaine, mais il peut fluctuer entre 3 et 9 heures. Mais je vais rester sur les 99% des cas. Si jamais une heure supplémentaire vous est proposée, si vous voulez pour être rémunéré sur cette heure supplémentaire, il va falloir signer un nouveau contrat pour le coup, puisque on ne peut pas dépasser les 240 heures dans le contrat d'étudiant contractuel alternant. C'est bien spécifié dans les textes, puisque si vous faites si vous faites 7 heures dans votre contrat d'étudiant contractuel alternant, au bout de 240 heures dans votre année, il faudra arrêter. Donc, ça vous fait terminer aux alentours de fin mai. Voilà, ce qui n'est pas forcément l'idée de la question. Donc, il n'est pas interdit de faire des heures supplémentaires, mais ça fait l'objet d'un autre contrat qui peut être un contrat de contractuel, classique. Et donc, vous pouvez très bien avoir un autre contrat à côté. Alors, j'attire quand même l'attention sur le fait de la charge intense et importante sur cette année-là, hein, entre le contrat en établissement, le concours et la validation du Master 2. C'est une année qui est très, très, très chargée, qui est très compliquée. Vous avez énormément de travail. On sait, l'an dernier, on a mené une enquête, on renouvellera cette année sur les conditions un petit peu de travail des ECA, et ça peut paraître un peu compliqué. On a pas mal de contractuels alternants qui n'ont pas pu tout valider l'an dernier, hein, donc qui ont plutôt réussi le concours, mais qui n'ont pas validé leur Master 2, et ça les empêche aujourd'hui d'être stagiaires à la rentrée 2022. Donc, il est possible de faire des heures supplémentaires. Je ne vous le conseille pas. Alors, bien évidemment, après, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Mais c'est vrai que dans l'optique d'obtention du concours et de validation du Master 2, c'est déjà des charges de travail importantes. Et justement, dans cette optique des heures supplémentaires, est-ce que ça englobe toutes les heures proposées? C'est-à-dire que si mon équipe, par exemple, veut du soutien natation, est-ce que ça compte dans ces heures supplémentaires? Si je fais devoir fait, par exemple, dans mon collège, est-ce que ça compte aussi dans les heures supplémentaires? Est-ce que tu peux être un petit peu plus précis sur ces différents dispositifs? Alors, quand on parle d'heures supplémentaires, vous pouvez faire, il y a deux types d'heures supplémentaires, hein, les heures supplémentaires annuelles, donc HS1, et les heures supplémentaires ponctuelles qui sont appelées HSE. Alors, il y a deux choses différentes. Les HSA, elles apparaissent pour le coup, dans votre contrat, puisqu'elles apparaissent dans votre ventilation de service, ce que Nathalie a expliqué tout à l'heure, le contrat que vous avez signé en début d'année, lors de votre prise de fonction dans votre établissement. D'ailleurs, j'en profite, j'espère que tout le monde a pu signer son contrat dès la prise de fonction, hein. Si vous avez des questions, des problématiques là-dessus, je sais que dans mon académie à Lyon, il y a eu vraiment des problèmes là, sur les contrats. Donc, n'hésitez pas à nous faire remonter ces problématiques-là. Donc, si voilà, c'est une heure à faire à l'année, il va falloir signer un nouveau contrat et ça va après sur le contrat. Si c'est des HSE, pour le coup, c'est pour rémunérer des tâches ponctuelles. Et dans ce cas-là, vous pouvez en réaliser. Alors, c'est le même constat que précédemment. On vous conseille fortement de limiter, le travail supplémentaire en plus de votre contrat dans votre établissement, parce que vous avez une charge de travail très importante à côté, et que le plus important pendant cette année-là, c'est aussi réussir le concours, valider son M2 et pouvoir être stagiaire à la rentrée 2023. Et là, de vraiment être en pleine capacité pour être stagiaire à la prochaine rentrée. Et justement, tu parles de la charge de travail. Il y a quand même beaucoup de réunions qui sont organisées dans les établissements, que ce soit des réunions parents-profs, les conseils de classe, d'autres réunions qui peuvent se greffer à l'initiative du chef d'établissement. Est-ce qu'en tant que contractuel alternant, on est obligé de participer à toutes ces réunions?
Nathalie, tu veux peut-être Nathalie, répondre tu à peux cette répondre. question. Oui, alors, on va pas dire qu'il faut pas aller aux réunions, mais à un moment donné, enfin, je reprendrai ce que dit Julien, il faut peser le pour et le contre sur, sur la charge de travail, c'est toujours pareil, quoi. Donc le minimum, c'est d'aller au conseil de classe, puisqu'on a son avis à donner, son sentiment, son analyse sur la classe, sur ce qui se passe. D'aller aux réunions, ça permet de connaître aussi comment fonctionne un établissement scolaire, puisqu'il y a une épreuve au CAPES quand même qui, maintenant à l'oral, qui, où ces sujets sont abordés. Mais voilà, c'est sur la charge de travail, ça peut, enfin, vous ne serez pas payé plus cher. La reconnaissance, elle peut être factuelle. Maintenant, pour avoir quelques informations, pourquoi pas, mais je pense que il faut limiter le temps supplémentaire dans l'établissement, quoi. Mais voilà. Ok. La seule obligation, c'est le conseil de classe. Ouais. Dernière question qui est posée. Après, si ceux qui participent qui sont spectateurs veulent poser des questions, n'hésitez pas à en poser d'autres. Dernière question qui est posée, c'est concrètement, je suis étudiant ou je suis contractuel? C'est quoi mon statut réel devant l'administration? C'est le statut, double statut, face à l'administration, face à l'éducation nationale, face à l'employeur. Donc, on est contractuel avec les droits afférents. Et face à l'INSPE, non, c'est pas l'INSPE, si, Eh oui. pardon, je me trompais. On est étudiant avec les droits aussi. C'est un double statut. C'est assez, enfin, je trouve pas le mot, je suis désolée. C'est assez Un particulier. peu, Ça permet d'avoir donc les pardon? droits. Ça permet donc d'avoir les droits des étudiants et d'avoir en même temps les droits que peuvent déclencher le contrat. Le statut de contractuel, oui. Ok. Mais écoutez, j'ai pas d'autres questions qui m'ont été posées via le chat. Ah si, attendez, bougez pas, il y en a une qui arrive. Alors, je la découvre en même temps. Je repose une question sur l'interne, car bien qu'étant en M2, j'ai déjà 2 ans de validé par le service concerné. Supposons que cette année m'ajoute 6 mois d'interne, comme tu l'as dit tout à l'heure, Nathalie. Suis-je en droit de m'inscrire directement au concours interne cette année? J'aurai donc 2 ans et 6 mois de service pour l'interne. Le concours interne implique dans ces conditions également d'avoir été enseignant non titulaire ou AED dans ces 6 dernières années. Le dispositif ECA est-il reconnu comme l'une de ces cases? Ben, 2 ans et demi, ça suffit pas, c'est 3 ans de service qu'il faut. Donc, c'est pas cette année. Et la suite de la question, c'était, pardon, Est-ce que le fait d'être ECA, ça permet d'être reconnu comme service pour le concours interne, quoi? Non, mais je pense que ah là-dessus, oui, mais 6 mois. Donc là, ça fera 2 ans et demi, donc c'est pas suffisant. Il faudra 3 ans. Il faut 3 ans à la date des résultats d'admissibilité. Donc c'est mi-mars le plus souvent l'admissibilité, les résultats de l'admissibilité. Donc si on n'a pas 3 ans à cette date, on ne pourra pas euh, être validé pour passer le concours, passer l'oral. Ok, donc dans ce cas précis, ça ne suffira pas pour passer l'interne. Non, Une autre question qui vient d'arriver, est-ce qu'un ECA peut percevoir une bourse en même temps que ça paye? je ne sais pas. C'est les mêmes. C'est le problème du double statut. C'est les questions du double statut. Mm. Il faut, il faut là pour le coup solliciter l'organisme qui verse la bourse. Donc c'est la CAF. Et il faut voir puisque après il y a des revenus qui arrivent. Donc c'est le statut des étudiants salariés quoi. Donc ça va dépendre des revenus, ça va dépendre de ce qui a été fait avant, puisque pour les bourses, si je ne dis pas de bêtises, ça dépend aussi des revenus de l'année d'avant. Donc, il faut prendre en considération tous ces paramètres-là
parce qu'effectivement, ça peut peut-être pas forcément stopper complètement la bourse, mais peut-être faire changer de tranche. Ok. Eh bien, moi, je vous remercie. J'ai plus de questions qui m'ont été posées, donc je pense que Alors, vous très avez été, bien. vous avez été clair. Alors, je voulais profiter du coup pour, avant de terminer, juste dire un petit mot sur les élections professionnelles. Donc, alors c'est une année un peu particulière pour vous, mais c'est une année aussi particulière dans l'élection nationale, puisqu'il y a des élections professionnelles, donc où la profession élit ses représentants. Voilà, c'est en novembre-décembre, fin novembre, début décembre, et vous avez la possibilité de voter en tant qu'étudiant contractuel alternant, pour le coup, puisque vous êtes considéré à la vue de l'employeur comme un contractuel, et vous allez pouvoir voter pour élire vos représentants sur 3 scrutins, et donc on vous invite très fortement, mais on vous sollicitera et voilà, on reviendra vers vous à ce moment-là. On vous invite très fortement à voter pour la FSU, dont le SNEP fait partie, la fédération dans laquelle on est, pour continuer à défendre les concours, la profession, vos conditions aussi d'exercice, arriver à terme à avoir cette formation, ce pré-recrutement et cette formation sur temps de tuteur pour les stagiaires voilà, et pour préparer le concours, pour avoir une vraie formation dans des conditions zen, sereines, pour apprendre le métier. Donc, on vous invite à voter FSU pour ces élections professionnelles. Toutes les voix comptent. Ça ne vous coûte pas grand-chose. Ça sera en ligne. C'est un clic. Et voilà, nous, ça nous donne derrière des moyens humains, notamment pour pouvoir organiser ce type de webinaire, pour pouvoir vous envoyer des informations, pour pouvoir répondre par mail. Voilà, c'est extrêmement important. Voilà. Julien, est-ce que tu veux présenter le mémo des contractuels alternants? On en avait parlé. Alors, oui, on a montrer. donc rédigé un mémo que peut-être enfin, j'espère que vous l'avez eu en début d'année. On vous le renverra sur le prochain fil info là, qui va partir la semaine prochaine. Donc, si vous avez donné vos coordonnées mail au SNEP, quand un ou une militante du SNEP académique est venu à votre rencontre en début d'année, que ce soit à l'INSPE, ou que ce soit pendant la pré-rentrée, ou même plus tard, on peut vous communiquer ce mémo qui vous a peut-être donné, pardon, ce mémo-là en version papier. Voilà, donc je vous le remontre là en espérant que ce soit lisible. C'est peut-être pas terrible. Comme ça, ce sera peut-être mieux. Donc voilà, on a fait un 4 pages qui est bon, livré, qui se plie. Il est clair. Je vais passer sur la deuxième page, qui apparaît pas, bien évidemment. Hop. Bon, ben voilà, mais on vous renverra ce mémo qui a un petit résumé de tous vos droits et les choses un peu essentielles à avoir, qui reprend voilà, la majorité de questions qui a été posées tout à l'heure avec les réponses. Et puis voilà, donc n'hésitez pas aussi à faire tourner autour de vous, aux étudiants contractuels alternants que vous avez dans votre promo, vos camarades. Vous pouvez donner aussi vos copains, copines qui sont en SOPA. Hein. Même s'ils ne sont pas concernés par l'ensemble des informations, mais ils peuvent aussi piocher des choses sur ce qu'on revendique, sur ce qu'on veut pour la formation des enseignants. Et voilà, et n'hésitez pas à diffuser et à transférer ces fils infos, cette vidéo-là qui sera ensuite disponible sur YouTube, et puis le mémo qu'on va vous envoyer. Est-ce que tu peux finir, Julien, par donner peut-être une adresse de contact, un mail? Nathalie aussi, peut-être donner ton adresse s'il y en a qui ont des questions sur leurs droits de devoir, qui ont des problèmes particuliers. Alors, voilà, dès que vous avez une question, ne pas hésiter à nous contacter, c'est syndiqué ou pas syndiqué, on répond à tout le monde. Le SNEP, c'est le syndicat de toute la profession, et donc n'hésitez pas à contacter donc nathalie.boschko@snepfsu.net,
mais vous aurez son adresse sur le mémo. Vous pouvez aussi envoyer un mail à stagiaire au singulier @snepfsu.net et mon adresse, sinon julien.giraud@snepfsu.net, mais on va peut-être les mettre dans la discussion. Juste, Oui, vas-y. ouais, juste un petit ajout là. Julien vient de dire qu'on était le syndicat de toute la profession, mais on se sent d'autant mieux quand on a beaucoup de syndiqués. Et d'autre part, quand on est syndiqué, on a des informations régulières concernant le métier et ça donne aussi, ben voilà, des infos. On sait à quelle corporation on tente d'appartenir, où on veut appartenir. Plus on est nombreux, plus on est fort. C'est ça qu'il faut aussi retenir. Donc, quand on a syndiqué, plus quand on intervient, qu'on prend la parole, qu'on porte des revendications au ministère, dans les rectorats, auprès de vos chefs d'établissement, auprès de la profession. Et voilà. On est très représentatif en EPS. Quand le SNEP prend la parole, les interlocuteurs savent qu'on parle du métier et de la réalité du terrain. Et donc, c'est important d'avoir le maximum de personnes qui sont syndiquées chez nous pour qu'on puisse continuer à peser dans les revendications et dans les discussions. Ben, écoutez, je vous remercie tous les deux. Que les collègues qui sont connectés ou pas n'hésitent pas à vous poser des questions. Comme le disait Julien, on essaye de mettre le replay de ce petit live corpo au plus vite sur la chaîne YouTube du SNEP, auquel vous pouvez vous abonner parce qu'il y a plein de vidéos intéressantes, pas seulement sur les contractuels alternants. Je rappelle qu'il y a la soirée de l'EPS qui se déroule mercredi prochain, la deuxième soirée de l'EPS. Donc voilà, c'est pareil, ça peut vous intéresser. Ça parle de PS en général avec des intervenants qui sont toujours pertinents et choisis sur le volet. Voilà, bonne soirée à tous. Merci encore à Julien et Nathalie et puis à une prochaine fois.